Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Thématique, le temps du débat social sur la CRTV. Un débat qui s'installe en ville pour parler de la difficulté d'être citadin aujourd'hui, comment s'adapter à cet univers qui nous est souvent étranger. Il est nouveau par rapport à nos cultures et on observe au quotidien la difficulté à être citadin et la difficulté parfois pour ceux qui organisent la vie en ville de créer cette adéquation entre la ville et nous. Nous allons en parler dans quelques instants avec deux invités que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir. Le professeur Kenyé Fodop, qu'on ne présente plus, professeur émérite des universités. Il est géographe, urbaniste en développement depuis plus de 39 ans. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages sur la question. Et puis Anne-Marguerite Fouda-Oundi, elle est le chef de la division des études de la planification et de la coopération au ministère du développement urbain et de l'habitat. Des invités calés sur le sujet que j'ai le plaisir de retrouver. Professeur Kenyé Fodop, merci de votre présence sur ce plateau. Bonjour madame. Alors, la ville angoisse, est-ce que nous avons, c'est une angoisse qui est compréhensible? Oui, elle est compréhensible et elle est partagée par, je dirais, pratiquement tous les citadins d'ici et d'ailleurs. Et surtout les citadins d'ici, dans la mesure où en Afrique subsaharienne en général et dans notre pays, le Cameroun en particulier, la ville est une réalité importée. Même si l'Afrique subsaharienne a eu, dit-on, des villes précoloniales, la ville, au sens où on l'entend aujourd'hui, est une création de l'Occident, dont la ville est, chez nous, quelque chose venu d'ailleurs, et notre Afrique, le Cameroun, n'ont pas la maîtrise, si vous voulez, de la construction des villes, la maîtrise du développement des activités qui se trouvent en ville, et peut-être aussi, je dirais, la maîtrise du savoir-vivre en ville. La ville est, comme on le sait, une concentration d'hommes, d'activités et d'infrastructures dans un espace bâti continu. Et cette ville-là, rassemblement de personnes, d'activités et d'infrastructures, toute agglomération de ce type qui manifeste des signes évidents de croissance, de dynamisme est considérée comme une ville. Or, cette ville qui accueille des populations venues pour la plupart des zones rurales, dans l'espoir d'y trouver du travail, surtout en tout cas, un mieux vivre. Un mieux vivre, la ville n'offre pas à tous ces gens-là qui y affluent ce dont ils ont besoin. Et ils y ont des problèmes d'abord de logement, ils y rencontrent des problèmes, bien entendu, d'emploi, des problèmes de subsistance, parce que pour ceux qui viennent du milieu rural, ils partent d'un milieu rural où l'autoconsommation, par exemple, est de règle, pour un milieu urbain où tout se monnaie. D'où ces difficultés-là que des milliers d'habitants de chez nous ont à s'insérer, par exemple, dans le monde du travail, à trouver toutes les commodités, par exemple l'approvisionnement en eau qui n'est pas toujours assuré pour toute la population urbaine, et l'approvisionnement en électricité, sans compter aussi l'approvisionnement en biens alimentaires, car les biens alimentaires font partie des besoins primordiaux de l'homme, des besoins de l'être que l'homme recherche. En tout cas, nous allons en parler, nous allons les décortiquer autant que nous pourrons au cours de cette émission. Professeur Anne-Marguerite Fouda-Oundi, merci d'être là. Merci. Vous êtes une passionnée de la ville et après tout ce que vient de dire le professeur, on peut comprendre ce concept nouveau qui est apparu et qui s'appelle le désordre urbain. Est-ce qu'il est consubstantiel à nos villes, ce désordre urbain? De vivre en ville aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne d'abord en tant qu'urbaniste et c'est mon dada quotidien, si on peut dire. Le désordre urbain, c'est simplement une réalité camerounaise. Le professeur a dit tout à l'heure que l'inquiétude ou bien à vivre aujourd'hui en ville, le mal qu'on peut avoir avec tous les problèmes qu'il y a
pour vivre aujourd'hui en milieu urbain. C'est structurel en fait, mais ce n'est pas quelque chose qui est propre aux villes africaines ou alors à la ville camerounaise. On est dans la mondialisation, avec le développement des communications. Vous savez, aujourd'hui, il y a les images qui viennent de partout, on les reçoit. Et donc, on a envie, de plus en plus, les jeunes et les gens ont envie de vivre. C'est ailleurs, là. C'est ailleurs, là. Première chose. Deuxième chose, c'est que les campagnes dans nos villes africaines et au Cameroun, il y a l'exode rural, comme il l'a dit. Nos villes sont peuplées de gens qui, pour la plupart, partent des campagnes pour venir, pour chercher le mieux-être en ville, parce que la ville, avec ses lampions, attire. Et ça, c'est un phénomène qui est mondial. Il n'est pas africain, il est mondial. Ça a été, il y a des chiffres que ONU Habitat donne qui montrent que depuis 2007, pour la première fois, depuis 2007, la population mondiale, urbaine, a dépassé la population rurale. En 2050, plus de 70% de la population mondiale sera urbanisée. Donc, en fait, le monde s'urbanise inéluctablement. C'est pour cela que chaque État, chaque gouvernement doit trouver des moyens pour essayer de maîtriser ce flot, parce qu'il est inéluctable. Alors, qu'est-ce que les pouvoirs publics doivent faire pour cela? Quand on parle de la ville, il y a le cadre de vie et puis il y a les conditions de vie en milieu urbain. Le cadre de vie doit être aménagé, amélioré par les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, dans un contexte chez nous de décentralisation, de plus en plus, les maires, donc les collectivités territoriales décentralisées, sont impliquées dans cet aménagement. Sont impliquées ont la responsabilité de la gestion urbaine. Ça, il faut le dire. Dans les lois de la décentralisation de 2004, notamment la loi applicable aux communes, confère la gestion urbaine aux maires. Mais vous, Madame Fouda, vous avez la charge, je crois savoir, au ministère du Développement urbain, de la planification justement de ces villes-là. Est-ce que, puisque le problème est connu, vous l'avez débroussaillé à soi, le professeur et vous, que planifiez-vous? Je ne vais pas m'avancer sur la ville du futur, mais la ville d'aujourd'hui qui semble étouffée. Alors, on a parlé de la structure et de la culture. Comment planifiez-vous tout cela pour les villes du Cameroun? Alors, au ministère de l'Habitat, nous accompagnons les maires à la planification de leur ville parce qu'une des compétences qui a été effectivement transférée aux communes, c'est la planification urbaine. Donc, planifier une ville, ça se fait à travers des documents qui sont bien définis dans la loi qui régit l'urbanisme. Donc l'élaboration des plans directeurs d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans de secteur ou alors des plans sommaires d'urbanisme. Cette élaboration-là revient au maire. C'est le maire qui doit prendre l'initiative de planifier sa ville. Maintenant, et c'est encore exceptionnel, hein, si je peux me permettre, dans la plupart des communes et villes du Cameroun, ce n'est pas une chose qui se fait au petit bonheur, la chance jusque-là. Disons qu'aujourd'hui, on a quand même un taux de couverture. Depuis pratiquement 2007-2008, le ministère de l'Habitat met chaque année environ 1 milliard de francs par an. On a arrêté à partir de 2016. Jusqu'à de 2008, on mettait 1 milliard pour accompagner, pour financer l'élaboration, pour aider les communes à financer l'élaboration de leurs documents. Et l'évaluation de cette démarche est positive? Alors, maintenant, on a un problème. Donc, on a un taux de couverture aujourd'hui en matière d'élaboration, en matière de documents, de taux de couverture en documents de planification urbaine sur les 360, qui est de l'ordre de 35%, 35 à 40%. Parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont en cours, d'autres qui sont élaborés. La plupart des chefs-lieux de région sont planifiés, ont des plans directeurs d'urbanisme, des plans documents, des plans d'occupation des sols. Il n'y a que Garoua et Maroua qui sont en cours d'élaboration dans le cadre du projet PAMOCA. Alors maintenant, le problème, c'est la mise en œuvre. On a un problème dans la mise en œuvre. Je reviendrai à vous dans un instant, Madame Fouda Oundi. Professeur, on vient de le voir, il y a une démarche
qui est mise en œuvre, celle de la planification, de l'élaboration des documents qui permettent d'avoir une espèce de conducteur des villes d'aujourd'hui. Cette démarche, en fait, vient se cogner. Elle parlait des problèmes de mise en œuvre, peut-être à l'existence, c'est-à-dire comment planifier des villes où ce qu'il en tient lieu, qui existent déjà. La difficulté de planifier, elle est peut-être plus grande encore ou pas? Elle est plus grande, mais si vous me permettez, je dirais tout d'abord, pour avoir écouté Madame, et elle a raison, d'avancer les propos qui ont été les siens, je dirais, pour avoir observé ce phénomène, la ville, depuis de longues années, que l'on ne gagnera pas le combat contre le désordre urbain, n'en déplaise aux autorités qui s'y attellent, si on n'a pas au préalable une connaissance approfondie des formes de ce désordre et de ses causes. Et quand Madame dit, bien entendu, que ce désordre n'est pas spécifique à notre pays, qu'il est universel, voire mondial, peut-être qu'elle ne voit que la partie immergée, dirait-on, de l'iceberg. Parce qu'il y a des formes de désordre chez nous qu'on ne trouve pas dans les pays qu'elle a évoqués. Notamment, par exemple, le foisonnement des herbes sauvages sur les bas-côtés de nos rues, l'obscurité dans les quartiers, vous voyez, le stationnement, si vous voulez, abusif. Il y a des trottoirs et des emprises des voies publiques. Il y a de nombreuses formes de désordre urbain comme celle-là dont on ne parle pas, qu'on semble, si vous voulez, éluder. On pourrait ensuite s'étendre sur les causes. Peut-être pas éluder, mais banaliser. On Je fait corps dirais, avec. Peut-être que ça peut paraître curieux de dire que l'obscurité est une forme. Oui, l'obscurité dans certains quartiers est une forme de désordre urbain. Mais quand chez nous, on a encore cette situation où des quartiers entiers sont plongés dans l'obscurité, je ne sais pas si on trouve. Il ne faut pas que finalement nous fassions du triomphalisme, qui aime bien châtie bien. Il y a de nombreuses formes, parce que là, vous ne prenez que le foisonnement des herbes. Vous voyez ces herbes sauvages qui arrivent même à s'incruster dans les interstices des murs, au pied des immeubles. Je ne suis pas sûr que si on fait un tour à l'intérieur de l'enceinte de la tour de la télévision à Baladeux, on ne verra pas. Pourtant, on peut mobiliser quand même du personnel pour faire cette maintenance. Il y a des formes surnoises, je dirais pernicieuses de ce désordre, qui font que nos villes sont de véritables. Les divagations quand même des bêtes dans les rues, peut-être qu'on ne les voit pas toujours dans les grandes, parce qu'ici on est parvenu à enrayer tout ça. Il y a de nombreuses formes. Voyez, madame, et c'est vous qui avez quand même utilisé ce terme, et je l'ai emprunté parce que ça a été bien dit. Ces branchements araignées, si vous voulez, des fils électriques. Vous voyez ces câbles, vous voyez, qui vous pendent au-dessus de votre tête. Vous avez quand même... Bon, et puis il y a des formes qui sont liées à un certain nombre de causes. La pauvreté économique quand même des citoyens. La prolifération de ce que j'appelle les quartiers de taudis. Ces quartiers-là sont mis en place, construits et habités par des citoyens pauvres. Et c'est peut-être parce que les gens n'ont pas le minimum vital qu'ils encombrent les rues, parce que leur présence nombreuse dans les rues, les mototaxistes, ces hordes de mototaxistes qui envahissent nos rues, si vous voulez, y combattent pour la survie quotidienne. Il y a la pauvreté. Et tant qu'on n'aura pas dégagé, peut-être qu'on me dira que oui, la critique est facile et l'art difficile, si on n'arrive pas à décréter au moins un minimum. Il m'arrive parfois de dire, parce que je suis peut-être fonctionnaire, que s'il faut peut-être davantage de moyens pour offrir quand même de l'eau à des citoyens, j'accepterais qu'on prélève un peu plus de taxes sur mon salaire pour les offrir. Parce qu'il y a quand même des commodités comme celle-là, et donc gardons-nous finalement de faire du triomphalisme. Donc il y a ces causes-là, bon, bien entendu, des causes qui relèvent, j'ai commencé des citadins ou des citoyens. Bon, en plus de ça, il y a ces actes d'incivisme, et puis il y a aussi l'ignorance des règles de la vie en ville, parce que ces gens-là qui viennent de la campagne, où parfois on vit dans des habitats isolés, peut-être qu'ils ignorent les règles de vie commune, de vie en communauté. Et puis, il y a les causes relevant de ce que j'appelle les pouvoirs publics. Bien entendu, au Cameroun, ce n'est pas, si vous voulez, la production des villes n'a pas toujours été l'exécution. Je le dis en présence de madame,
des plans d'urbanisme qui sont faits. Elle évoque bien les plans d'urbanisme, mais ces plans-là ne sont pas exécutés à la lettre. Vous avez des emplacements qui, sur des plans directeurs d'urbanisme, avaient été dédiés, par exemple, aux espaces verts, qui ont été, si vous voulez, attribués à des particuliers. Et je prends un exemple extraordinaire. Oui. Il y a, au début des années 90, il y avait en contrebas du stade Omnisport sur le plateau de Fandena, vous voyez, un espace vide quand on prend la rue Fouet et quand on veut relier, par exemple, le quartier Essos. Il y avait un espace vide là. De toute façon, la municipalité ou la communauté urbaine de Yaoundé pouvait utiliser cet espace-là pour se constituer une réserve. Parce que je suis sûr que, et Madame est là, si vous posez la question, est-ce qu'une ville comme Yaoundé a des réserves foncières, ou si demain on veut établir par exemple un stade, on pourrait le construire au lieu d'aller trouver de l'espace dans la périphérie pour construire le nouveau stade. Donc, c'est sûr, je n'ai pas encore fait d'enquête pour savoir quel a été le mode d'attribution finalement de cet espace qu'on aurait pu utiliser. Donc, il y a ces causes-là qui relèvent de la puissance publique, sans compter qu'à un certain moment, les pouvoirs publics n'ont pas toujours eu la hauteur de vue nécessaire pour mieux faire en ce qui concerne les largeurs, par exemple, des rues, vous comprenez, la taille des bâtiments. Il y a une question finalement des normes. Et puis sans compter, et là encore je parle en présence de Madame, je veux bien qu'on crée des responsabilités et qu'on les donne, il y a une multiplicité des centres de décision en ce qui concerne cette gestion urbaine. Et il faut vraiment le dire, dont le combat qu'on peut gagner contre le désordre urbain se mènera autrement. Dès le départ, une bonne connaissance des formes, car je peux vous dire que je suis en train de préparer une publication sur ces formes-là et j'ai relevé au moins une quarantaine de formes de désordre qui appartiennent soit à ce qu'on peut appeler le désordre physique et d'autres alors le désordre social. Nous n'avons pas parlé du phénomène des Nangaboko, c'est-à-dire des enfants de la rue qui sont là et dont la présence rend, si vous voulez, nos trottoirs insécures, si vous voulez, pas du tout sécurisants. Et incommode. Alors, je vous propose de faire un arrêt dans thématique pour voir justement des clichés de la vie en ville. C'est un reportage qui a été réalisé pour nous par Steve Tchega et Kembenge. Vivre en ville, admirer ses beautés et savourer ses facilités, c'est au prix de savoir vivre avec ses embouteillages et supporter ses promiscuités d'à côté. Un côté fâcheux où on ne peut ne pas affronter du regard ses insalubrités. Voilà qui peut mettre dans l'ombre les bénéfices espérés d'une vie en ville. Et souvent, ça commence par les relations de voisinage. Il y a des moments que je me fâche avec ma voisine, mais après on s'arrange. Parce que vivre dans la haine, là, ça nous donne rien de bon. Dans le quotidien de la cohabitation entre citadins, émergent pourtant quelques souhaits. Pour un bon citadin qui aimerait voir sa ville propre, il ne doit pas jeter les papiers n'importe où. Rêve de salubrité donc. Les jeunes, dans certains quartiers, se rapprochent de l'idéal et luttent contre la pollution. À force d'investissement humain, organisés les week-ends. Ils se salissent pour rendre leur milieu propre. Mais plus loin dans la rue, les ordures ont toujours la peau dure. Et l'image peut décourager quand, dans les quartiers, les populations déplorent l'irrégularité de la collecte d'ordures. Et quand les citadins accusent, les municipalités récusent. Et l'incivisme est souvent pointé du doigt. Le problème n'est même pas au niveau des problèmes de structure. Le problème, c'est nous-mêmes d'abord, comment on se comporte. Quand le manque et l'étroitesse de route n'est pas décrié, quand les crises de l'eau potable parviennent à être noyées de temps en temps, les embouteillages, eux, ne baissent pas leur flux qui tendent les nerfs. Et les preuves, on la vit au départ ou au retour du boulot. L'habitude aux difficultés de la ville a donné une deuxième nature aux citadins. Des citadins qui supportent et qui, malgré tout, ne quittent pas la ville. Le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Voilà, le gouvernement essaie de faire quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, vous verrez comme on est en train de creuser la route là pour faire passer les tuyaux. C'est que le gouvernement ne dort pas et j'ai confiance que d'ici peu, les choses vont changer. Je suis certainement fier d'être citadin camerounais surtout parce que au-delà des petits troubles que nous avons de part et d'autre, il y a quand même la paix. Vive dans la ville,
Dit comme ça, vive la ville. Merci à Steve Tchega Ekembengue qui achève son reportage, Madame Fouda Oundi, sur une image qui nous a fait sourire de ce taxi rempli voilà, d'herbe et d'autres images encore quand même qu'on a vues dans ce reportage qui traduisent la ville d'aujourd'hui. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié le reportage et surtout j'ai beaucoup apprécié le fait que certains citadins interrogés comprennent que d'abord c'est un problème qui concerne tout le monde, que c'est nous-mêmes, que c'est tout le monde qui construit la ville. Chacun d'entre nous peut être un acteur de changement. Ça, c'est très important. Et de comprendre que les pouvoirs publics essayent de faire quand même des efforts. Lors du premier forum urbain national, il y a eu beaucoup sur ce phénomène des désordres urbains. Alors, où est-ce qu'on apprend à être citadin, Madame Alors, Fouda? où est-ce qu'on apprend à être citadin? Avant d'arriver là, je voudrais d'abord quand même relever, en fait, revenir sur un certain nombre de choses qu'il a dit. Sur le désordre physique en ville, c'est vrai, nous avons un problème de maîtrise du développement de nos villes. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement a reconnu, même dans son document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Le DSCE a pour objectif l'un des objectifs en ce qui concerne la ville, c'est de maîtriser le développement des villes. C'est-à-dire que nos villes croissent de manière spontanée, anarchique, les quartiers se développent, les gens construisent Au point qu'aujourd'hui, il est difficile de dire, par exemple, quelles sont les limites d'une ville. Quelles sont les limites d'une ville? On voit Yaoundé qui étend ses tentacules jusque pratiquement aujourd'hui en Bankomo à Obala. Et donc, c'est un problème. C'est pour cela que le gouvernement, on a au ministère mis l'accent sur la planification. On aide les gens à planifier. Maintenant, les villes étaient déjà là avant. Quand on planifie une ville qui est là avant, on doit planifier, surtout mettre un accent sur les zones d'extension et créer peut-être des nouveaux espaces, de nouvelles villes qui elles seront mieux aménagées aux normes actuelles. C'est ce qui est en train d'être fait, par exemple, à Olembe, à Yaoundé Nord, en Banga Bakoko, c'est des nouvelles zones. À Kribi, il y a toute une ville nouvelle qui va être créée dans la zone industrielle-portuaire qui est déjà étudiée. Et maintenant, restructurer les quartiers spontanés qui étaient là et qui ne répondent pas aux normes pour y aménager des voies d'accès, toutes les commodités, en fait, pour améliorer l'accès aux services urbains de base. Et ça, c'est un travail, madame, qui n'est pas du tout aisé. Et nous avons, le Cameroun a une particularité d'avoir une armature urbaine assez développée, contrairement à d'autres pays d'Afrique qui ont très souvent une seule ville principale, et puis après c'est le désert. Donc nous faisons avec la politique de nos moyens, mais au moins au niveau de la mise en place des politiques, il y a tout un programme pour la restructuration des quartiers. Et actuellement, le ministère a lancé l'élaboration d'une stratégie d'amélioration des bidonvilles. Parce qu'en fait, on faisait des petites actions, mais qui n'avaient pas de portée. Donc, on s'est dit, non, il faut qu'on ait une vision pour voir comment est-ce qu'on va aborder ce problème de restructuration, qui est un problème complexe parce qu'il y a un volet social. Quand les gens sont déjà installés, pour les déplacer, il faut, par rapport à nos lois, d'abord savoir où on va reloger ceux qui seront déplacer, parce que comme on dit, on ne peut pas casser faire une omelette sans casser les œufs. Donc, il faut déplacer les gens, il faut les reloger, il faut donc pour faire créer les routes. C'est ce qui est fait dans les programmes comme le PDUE qui est fini. On a commencé cela, il y a un programme que nous faisons avec ONU Habitat, le programme participatif d'amélioration des bidonvilles, dans le site pilote de Kolbikok, à Kribi et à Bamenda. On commence et actuellement, on est en train de préparer un autre programme avec la Banque mondiale pour les villes inclusives, pour montrer qu'il va travailler essentiellement dans les quartiers précaires pour améliorer l'accès aux services et les conditions de vie. Sans compter
le logement. Mais l'autre volet, si vous permettez, c'est qu'il y a beaucoup d'incivisme. Tout Il y a à un fait. problème qui a été soulevé peut-être par le professeur de manière rapide, c'est peut-être aussi la dispersion des postes de décision. Qui a la responsabilité du management de la ville? Tout à Par fait. exemple, d'une ville Là- comme Yaoundé, où il y a le ministère de l'Habitat, il y a la communauté urbaine, il y a les communes d'arrondissement, et où on passe le temps, enfin on les observe chacun à se donner la serviette chaude. Qui a la responsabilité du management des villes? D'abord, je vous ai dit que nous sommes dans un contexte de décentralisation. Et dans la décentralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales décentralisées, mais il y a un principe de subsidiarité qui veut que l'État garde quand même une mainmise. Parce que quand on a transféré, ça ne veut pas dire qu'on se dessaisit de tout. Donc aujourd'hui, la gestion d'une ville appartient pour Yaoundé, c'est les communautés urbaines. C'est le délégué de gouvernement d'abord et les maires en plus. Mais je dois avouer que sur le terrain, il y a quand même quelques problèmes. Peut-être qu'il faudrait qu'on revoie un peu la définition, l'attribution des compétences entre les délégués de gouvernement et les maires d'arrondissement. Parce que le fait que la ville s'étend indéfiniment, peut-être que la communauté urbaine pourrait garder, en fait, pourrait être compétente dans tout ce qui est infrastructure structurante, et puis la vie dans les quartiers, le contrôle surtout de l'occupation des sols dans les arrondissements, peut-être donner un peu plus de pouvoir aux maires d'arrondissement, parce qu'en général, qui sont plus proches des populations et qui peuvent aller au fond des quartiers pour voir ce qui s'y passe. Donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire là-dessus. Et puis, il faudrait aussi qu'on sorte de nos logiques sectorielles. Parce qu'aujourd'hui, même au niveau de l'État, vous voyez, si vous me parlez du problème d'adduction d'eau, il y a un autre ministère qui s'occupe de l'adduction d'eau, il y a un autre qui s'occupe du foncier, il y a un autre ministère qui s'occupe des questions d'aménagement du territoire en général, il y a un autre qui s'occupe des transports. Ça fait que si chacun reste... Voilà, donc il y a... Or, la ville, c'est transversal, c'est tout cela. Or, donc, c'est pour remédier à cela que le gouvernement, avec l'appui d'ONU Habitat, voudrait a lancé en fait l'élaboration d'une politique urbaine nationale qui est recommandée dans le cadre du nouvel agenda urbain. C'est pour essayer de sortir de ces logiques sectorielles et d'avoir une politique concertée, amener tous les acteurs à s'unir pour mener des actions communes qui vont permettre véritablement une transformation de nos villes. Et ce projet-là ne fait que démarrer. Nous espérons que d'ici la fin de cette année, en fait, il doit s'achever pour que tous les acteurs, qu'on définisse une ligne, en fait, qu'on ait une vision commune du développement urbain au Cameroun et qu'on définisse des axes communs et que nous allons et que les responsabilités soient faites pour que en fait, les actions soient plus et qu'une mise en œuvre concrète s'accompagne. Je vous renvoie la question, professeur, elle peut paraître anodine. Où apprend-on à devenir citadin? Mais écoutez, il n'y a pas une école où l'on apprend à devenir citoyen, sinon, je dirais, l'école, par exemple, de la communication urbaine. Tout à fait. Il faut pouvoir, Madame a évoqué des projets qui sont faits, et il faut quand même reconnaître que depuis quelques années, l'État, par l'intermédiaire de ses administrations centrales, et en tête de ligne le MINDU, s'efforce, si vous voulez, de remédier finalement à ce problème-là du désordre urbain, s'efforce de mettre en place les conditions qui vont faire d'ici un certain temps de nos villes des lieux où il fait bon vivre. Et j'ai été heureux d'entendre Madame évoquer tous ces programmes-là. Mais il faut dire que pour aller loin et réussir, il faut sur tous les projets communiquer. Communiquer sur les projets et faire en sorte que cette communication, portant aussi sur le désordre urbain, ses effets pervers,
que ce soit rappelé, pourquoi pas, quotidiennement, à travers un certain nombre d'émissions comme celle que vous organisez, mais aussi à travers des spots publicitaires. Vous voyez, à un moment, il y avait cette tradition des spots publicitaires sur la CRTV. Je pense, à l'époque, je ne fais peut-être pas, hein, on vous connaît comme animatrice de cette émission, mais il y avait peut-être les spots de Madame, je crois, Sally Messiaud, mais qui disait par exemple aux gens, parce que je suis passé sur un marché de la ville hier, et puis je voyais le bac qui brûlait. Et je me rappelle que dans l'un de ces spots-là, elle disait « Ne mettez pas le feu à ces bacs-là, ce ne sont pas des incinérateurs ». Donc il y a cette communication urbaine. À partir du moment où on dit, disons, que l'Afrique n'a pas une tradition urbaine au sens occidental, puisqu'on est en ville, il faut apprendre à y vivre, en sachant que de toute façon, on n'y est pas seul. Et donc la communication, peut-être, pourquoi pas, il y a des cours, vous voyez, d'initiation à la souveraineté, à la citoyenneté, pourquoi pas aussi à l'école, dire aux enfants, parce que les formes d'incivisme sont assez nombreuses. Vous voyez des gens qui roulent à bord des véhicules rutilantes, qui sont bien habillés, qui descendent, si vous voulez, la portière de leur véhicule, la vitre, pour balancer par-dessus bord, sur la chaussée, vous voyez, les épluchures de bananes qu'ils viennent de consommer. Bon, là aussi, il y a un problème d'éducation à faire, mais peut-être à partir de l'école, mais aussi à travers les médias. La communication peut être à travers des tracts, pourquoi pas, parce qu'on voit par exemple des spots publicitaires. Et on voit des panneaux publicitaires, rien par exemple sur le désordre urbain. Ce sont des panneaux publicitaires qui sont mis là par le grand capitalisme occidental pour nous abreuver finalement des bienfaits de certains produits que nous consommons et qui nous transmettent des maladies, par exemple cancérigènes. Donc là, on apprend à vivre en ville en étant peut-être à l'école et en essayant. Et je suppose que, et je le sais, que dans les écoles, on s'efforce de mettre la propreté, sauf peut-être dans certains endroits, comme par exemple les campus universitaires, où on voit même que dans les salles de classe, les étudiants jettent des bouts de papier. Quand ils consomment, par exemple, un sandwich, ils laissent dans les salles, si vous voulez, le papier ou le plastique qui a servi d'emballage. Donc on apprend à vivre en ville en sachant que de toute façon, l'acte que l'on pose peut finalement rejaillir sur le voisin, rejaillir négativement, et puis il y a toute une éducation à faire, en commençant peut-être aussi par la cellule familiale, l'école, et je pense que dans ce rôle, les médias ont, puisque le mal il a été déjà fait, nos villes sont dans l'état que nous déplorons, au moins pour une grande partie, parce qu'il faut, parmi les efforts qui ont été faits et que l'on peut citer, parce que je dis, mettre en place des villes résilientes au Cameroun, cela est possible. Des villes, si vous voulez, paisibles, où il fait bon vivre, c'est possible. Lorsque vous circulez dans le centre de nos deux grandes villes, Yaoundé et Douala, vous voyez finalement que c'est propre. Hein, même s'il y a encore des automobilistes indélicats qui garent finalement leur voiture de manière abusive. Et on peut d'ailleurs dire que chez nous, ce qui est considéré comme la deuxième ou troisième position est devenu la règle, surtout au sortir des écoles, hein, au sortir des messes, les gens garent n'importe comment parce qu'ils doivent prendre. Il y a toute une éducation à faire et je pense que les médias ont un rôle central, hein, parce qu'on ne va pas souhaiter qu'il y ait une épidémie de choléra qui sévisse pour que les gens comprennent enfin. Hein, parce qu'on dit parfois qu'il ne faut pas faire de changements sans sacrifice et que lorsqu'on est passé par une phase critique, on se dit plus jamais cela. Mais essayons de faire un effort pour qu'on n'en arrive pas là et les médias participent à cet effort-là en organisant des émissions de sensibilisation comme celle-ci, mais il faudrait finalement que cet effort soit relayé par d'autres groupes de pression, par l'école, mais il y a quand même la communication, parce qu'on dit la télévision, c'est le monde à domicile, et maintenant il y a Internet, mais malheureusement, nombre de nos compatriotes ne sont pas encore connectés, comme on dit. Il y a ce qu'on appelle l'e-participation. Et madame sait bien qu'on peut organiser, parce qu'on parle toujours d'aménagement urbain participatif. Lorsqu'il y a un projet à mettre en place,
on essaie aussi d'associer les populations. Quand on ne peut pas les réunir physiquement, donc on n'a qu'à doter finalement les gens des moyens, des forats numériques, parce que même si on peut estimer que certains parents n'ont pas le savoir-faire nécessaire pour pouvoir lire les messages, il y a au moins leurs enfants. Car il y a quelque chose d'extraordinaire. Tous les Camerounais, de ceux de la brousse et de ceux de la ville, cherchent aujourd'hui à envoyer leurs enfants à l'école, parce que je peux dire sur le plan personnel, je suis issu des parents qui n'ont jamais été à l'école, et quand je revois, et puis on me dit que quand j'étais jeune, ma maman me poussait et je rentrais parce que je ne voulais vraiment pas Qu'est-ce qu'on aurait manqué, voilà. professeur, Alors, en donc, tout cas. au fond, les parents comprennent qu'ils ont intérêt à envoyer leurs enfants aujourd'hui, parce que l'homme riche d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui compte le nombre finalement d'immeubles ou alors de voitures ou de biens matériels qu'il a à sa disposition, mais c'est l'homme qui est doté d'une grande densité, si vous voulez, d'informations et de connaissances. Merci, professeur. Je vais inviter à présent Elvis Mbimba qui nous rejoint sur ce plateau de thématiques. Elvis Mbimba, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes le chroniqueur de thématiques. Merci. Et sur cette question de la vie en ville, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont inadaptés à la vie en ville? Alors, j'ai entendu le professeur Kenyo-Fodop rappeler le fait historique que la ville n'est pas africaine, bien que Maroua, Garoua et autres soient cités parmi des villes coloniales dans l'histoire du Cameroun. Alors, je pose quelques questions, des affirmations sous la forme interrogative. Le désordre urbain, ou bien le désordre de l'urbanisation à Douala et Yaoundé, jusqu'à quand n'allons-nous pas tirer les leçons du développement de Douala et Yaoundé dans le développement des autres villes? On se rend compte que ce désordre qui s'est passé à Douala et Yaoundé est en train d'être vécu aujourd'hui dans des villes qu'on appelait encore secondaires il y a quelque temps. Est-ce que nous n'avons pas déjà la maturité, j'allais dire en termes de connaissance et de maîtrise du phénomène urbain pour mettre en place des normes qui nous éviteraient de se retrouver dans les situations de comment gérer la briqueterie? Aujourd'hui, je vois l'embarras du délégué du gouvernement à refaire la briqueterie. D'autres problèmes, c'est le problème de la décentralisation. La crise anglophone que le Cameroun a vécue. Entre autres choses, on nous dit dans le Ouest Cameroun, il y avait un système d'organisation qui faisait qu'il y avait une véritable décentralisation. Le maire de Kumbo était le patron de la ville, il organisait sa ville et c'était plus efficace que dans le système centralisé dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors quand j'écoute madame, d'accord, il y a diverses compétences qui interviennent et il est difficile de dire que la ville c'est l'affaire de tel. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de décentraliser véritablement pour donner aux élus la capacité d'agir de manière holistique sur le devenir de leur ville? Alors on a entendu beaucoup d'idées depuis quelque temps, Grand Yaoundé. Il y a un concept qui est très fort dans les cours de géographie pour ceux qui font les masters là-bas. On parle de nouvelles villes. On dit qu'il ne faut plus détruire les vieilles villes. Elles ont un caractère symbolique, historique, affectif. Il faut laisser les vieilles villes et il faut aller développer des nouvelles villes à côté. Il faut laisser par exemple le vieux Douala et aller développer vers Dibamba une nouvelle ville. Il faut laisser Yaoundé et se rapprocher soit du Mbam, soit de, je sais pas, des Eka pour développer une nouvelle ville. Qu'est-ce qu'on pense de ces concepts-là au Cameroun qui sont plus ou moins appliqués ailleurs? Parce que quand vous allez à Venise, vous voyez qu'il y a le vieux Venise et il y a la nouvelle ville. Et même à Dakar, tout proche, voilà. Relativement. On observe par exemple la disparition des lieux de loisirs. La grande difficulté pendant les périodes de fêtes de fin d'année pour les parents et leurs enfants de trouver des endroits où ils peuvent se réjouir. Alors, je vois le carrefour qui est juste devant l'immeuble Étoile est envahi par les populations chaque fois qu'il y a une manifestation, même les fêtes du Ramadan, parce que les gens veulent sortir, ils veulent se retrouver en famille. Et il n'y a pas de bois, il n'y a pas des espaces. Vous voyez, le succès que Sainte-Anastasie a eu explique bien que les Camerounais ont besoin de ce type d'espace. Il n'existe pas suffisamment. Est-ce qu'on peut penser à ça? Est-ce qu'il y a de la place? On parle de la verticalité
Aujourd'hui encore, dans des villes modernes où le taux de croissance démographique est très important, on continue encore à avoir des quartiers où on construit des villas essentiellement, alors qu'il faut utiliser l'espace en développant la verticalité. Donc autant de questions, je vois, on parle aujourd'hui de Beijing, de Paris même, où se posent des problèmes de pollution. Et on dit que c'était des erreurs parce que la mobilité urbaine n'avait pas été organisée pour préserver. On a un pays qui veut devenir émergent, donc on va passer par l'industrialisation. Qu'est-ce qui est fait pour que ce qui arrive à Paris aujourd'hui, à Beijing, n'arrive pas dans 20 ans, en 2035 justement, au Cameroun? Autant d'interrogations que la ville suscite. La ville ne fait pas peur qu'aux citadins. La ville fait davantage peur aux décideurs. C'est ce que je crois. Merci Elvis Mbimba pour votre lecture dans Thématique. Professeur Elvis Mbimba l'a dit, la ville ne fait pas peur qu'aux citadins, la ville fait peur au gouvernement. Il a relevé là le rôle essentiel en fait, la place cruciale qu'occupe la ville en fait dans le devenir des pays, dans la constitution des pays. C'est un enjeu de développement, un enjeu d'avenir finalement. Absolument. Et il faut reconnaître que les problèmes dont nous parlons dans cette émission, problèmes de désordre urbain, problèmes finalement d'emploi, ces problèmes-là imprègnent la vie quotidienne du Camerounais lambda, autant que, si vous voulez, celle des hommes politiques. Donc c'est un véritable challenge et il faut, par rapport à ces problèmes-là, une thérapeutique de choc. Elvis a bien dit que de toute façon, est-ce que l'État peut tout seul, bien sûr, même si l'État a ce rôle de réguler, d'ordonner, de prendre un certain nombre de décisions, parce qu'il y a des aménagements que seule la puissance publique peut mener à bien, parce que ce sont des aménagements qui coûtent cher. Mais il me semble bien que pour arriver à bien résoudre les problèmes, il faut absolument que cette décentralisation, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, en 2017, je ne sais pas combien d'années, parce que c'est quand même depuis, si je me trompe, vous allez rectifier, en fait, il y a eu un remaniement en 1997 et puis un autre en 2004. C'est au moins, à mon avis, depuis plus de 10 ans que le Cameroun est doté d'un ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et quand vous interrogez finalement les responsables des collectivités locales, les élus locaux, ils vous diront, parce qu'on est en train de faire un certain nombre d'études dans des régions, l'Est par exemple, la décentralisation en direction des collectivités locales qui n'est effective qu'à hauteur de 30%. Hein? On dit chez nous qu'il y a cette formule où il dit « les gens vendent par exemple la chèvre au marché et tiennent la corde ». Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que, comme Madame l'a dit, qu'il ne faudrait pas tout laisser à la disposition des collectivités locales et qu'il faudrait qu'il y ait les deux systèmes, décentralisation et déconcentration. Et on voit d'ailleurs que même si demain, et c'est l'une des préconisations de la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution de 1996 qui n'est pas encore implémentée, c'est-à-dire l'élection des gouverneurs des régions, on a compris que même quand ces gouverneurs seront élus demain, il y aura toujours un représentant du gouvernement. Bon, bien sûr, c'est bien beau de conduire, mais que l'on laisse la latitude aux responsables locaux assurer la gestion. Parce que, vous voyez, avec la décentralisation, vous aurez des maires, des responsables très imaginatifs qui trouveront des formules pour rendre leur ville agréable et pourront bien assumer. Donc, rendre cette initiative-là effective. Bon, je comprends que le gouvernement central ne veut vraiment pas se débarrasser de ses prérogatives. Le salut passe absolument par là. Et ne pas attendre très tard. Elvis aussi a évoqué la possibilité de créer, à côté des villes nouvelles, peut-être c'est une solution à laquelle on ne pense pas beaucoup, parce que je dis en matière de circulation, je me demande ce qui se passera à Yaoundé dans 2 ou 3 ans. Il faudrait envisager, pourquoi pas, comme certains l'ont fait pour Yaoundé, la création d'une ville nouvelle, capitale, peut-être en direction du Grand BAM, pourquoi pas, où il y a beaucoup d'espace. Si on ne le fait pas, parce que je ne vois pas comment, on entend parfois des collègues parler d'intermodalité.
Je ne vois pas comment vous pouvez mettre en place cette formule d'intermodalité dans un espace urbain, comme Madame l'a dit, qui a été déjà obstrué par des constructions, à moins de détruire. Or, ça veut dire, et j'entendais quelqu'un pavoiser, parce que quand vous faites une étude, un diagnostic, à la fin, vous faites le bilan diagnostique en dégageant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et puisque nous étions à l'origine de ce rapport, un des acteurs territoriaux nous a dit que nous n'avons pas mis comme force le fait qu'une ville dispose d'un PDU. J'ai dit, mais attention, un PDU, c'est comme l'acte de naissance. Le plan de développement urbain. Oui, c'est comme l'acte de naissance d'un individu, dont en fait, ce qu'on appelle ville, pour certaines, qui n'ont pas de schéma directeur, ce sont des pseudo-villes. Et on sait bien que dans notre pays, l'un des grands facteurs de création des villes, c'est l'administration. Il suffit qu'on donne, si vous voulez, une sous-préfecture, parce qu'avant c'était le district. Bon, maintenant la notion de district est complètement éculée chez nous, pour que demain, vous voyez, on dise, bon, la ville, je ne sais pas de quoi est ça. Donc, cette décentralisation-là, la nécessité de pouvoir, pourquoi pas, au moins pour les deux grandes villes de Douala et de Yaoundé, en commençant par Yaoundé, la possibilité de penser une nouvelle ville. L'aménagement que nous faisons, c'est l'aménagement de thérapeutie. C'est l'aménagement de correction, si vous voulez, de réparation, et non pas un aménagement de conception et de construction. Bien sûr. Alors, la ville de demain, ou la ville qui est envisagée, qui est en projection dans vos documents, vos stratégies, est-ce qu'elle intègre les préoccupations d'Elvis Mbimba, qui va finir par quitter la ville, sinon les lieux de loisirs, des espaces verts? Est-ce qu'on se projette, par exemple, sur la question cruciale de la pollution urbaine qui se dessine ailleurs et donc qui peut arriver chez nous, et d'autres angoisses? La ville, si on la planifie, c'est pour prévoir. Planifier, c'est prévoir. Et aujourd'hui, il y a des concepts de ville durable, c'est-à-dire que où toutes les dimensions sont prises en compte. La ville de demain, elle doit être durable, c'est-à-dire qu'elle doit être économiquement productrice, créatrice d'emplois. Et donc, il faut prévoir des activités génératrices de revenus lorsqu'on planifie une ville, et c'est ce qui est fait. La ville de demain, elle doit être inclusive, donc socialement parlant, où tout le monde devrait pouvoir se retrouver, le pauvre, le riche, le handicapé, et où donc ça, c'est également prévu dans les documents de planification urbaine. En fait, planifier une ville, c'est définir des normes d'urbanisme qui vont guider le développement d'une ville à un horizon donné. Et il y a des normes en matière d'espace vert qu'il faut respecter. Nos villes manquent en fait d'espace public. C'est le constat qui a été fait. À Yaoundé, il n'y a pas assez d'espace public. Et aujourd'hui, dans les nouvelles normes qui sont définies même par ONU Habitat, il faut que lorsqu'on aménage un espace, 40% de cet espace soit réservé aux espaces publics, c'est-à-dire les routes, les espaces, les écoles, les hôpitaux, les espaces de jeux, les cinémas, ce qui manque. Parce qu'en vérité, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est cette non-maîtrise et cet incivisme. Parce que même lorsque c'est planifié, parce qu'il a demandé, par exemple, ce qui est fait dans les villes secondaires. Aujourd'hui, il y a par exemple... tirer les leçons de Yaoundé et Douala. Pour tirer les leçons de Yaoundé et Douala. C'est planifié, un plan d'occupation des sols qui est là, avec un règlement d'urbanisme. Chaque document a un règlement d'urbanisme. Et comment est-ce qu'on met en œuvre? On met en œuvre à travers la délivrance des actes d'urbanisme qu'on appelle le permis de construire, le certificat d'urbanisme. Est-ce que vous et moi, madame, combien de personnes vont solliciter la délivrance, un permis de construire lorsqu'ils construisent? Et lorsqu'ils commencent à construire, ils construisent d'abord. Normalement, avant d'avoir un permis de construire, vous devez avoir un certificat d'urbanisme qui est délivré par le maire. Parce que quand le professeur parle de décentralisation, moi, je n'ai jamais dit qu'on ne devait pas décentraliser ou bien que le... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Avant, c'est l'État qui délivrait ces actes d'urbanisme, les certificats d'urbanisme, c'était les services déconcentrés de l'État. Depuis la loi d'urbanisme de 2004, cette compétence-là est au maire. Aujourd'hui, c'est les maires qui délivrent les permis de construire, les certificats d'urbanisme, les permis de lotir. Il y a les acteurs au niveau local, surtout de l'administration foncière, qui appliquent encore en matière de lotissement, comment dire,
un décret qui date de, je crois, de 79, c'est-à-dire antérieur à la loi, et qui ne veulent pas appliquer les nouvelles directives et la nouvelle réglementation en matière de lotissement. Or, tout le monde sait que c'est le lotissement qui structure la ville. À partir du moment où chacun peut avoir un lopin de terre, puisqu'on a une loi foncière qui est là, chacun a son lopin de terre. Et dès que vous le divisez en 4 lots, vous avez déjà fait un lotissement. Or, il y a des lotissements qui portent sur 1 hectare. 1 hectare, c'est déjà une nouvelle ville. Hein, parce que quand on parle de ville nouvelle, les gens pensent que c'est forcément qu'il faut aller créer un autre centre urbain. Je vous ai dit qu'à Yaoundé Nord, Olembe, c'est une ville nouvelle. Et il y a à côté, qui est prévu, qui est d'ailleurs en étude, Kozwa qui va être créé. Il y a Assoa, une nouvelle ville qui est également en étude. Il y a un Banga Bakoko au niveau de la Dibamba. Et la loi demande que quand vous avez fait ce lotissement, que ce ne soit pas seulement un tracé de rue, mais que vous y prévoyez tout ce qui est commodité, équipements sociaux collectifs et autres. Or, ce n'est pas fait. Donc, il faudrait que les gens apprennent à respecter en fait les règles d'urbanisme. Merci Anne-Marguerite Fouda-Owundi. Je rappelle que vous êtes chef de la division des études de la planification et de la coopération au ministère de l'Habitat et du développement urbain. Et urbaniste. Et urbaniste, voilà. Vous êtes urbaniste également, comme le professeur Kenye Fodop, entre autres casquettes d'universitaire émérite. Je suis obligée d'interrompre le débat parce que c'est un débat que nous n'achèverons pas en une seule émission, en vous remerciant de votre intérêt, de votre passion pour ce sujet et en vous remerciant également, mesdames, messieurs, pour votre fidélité à Thématique. La grande équipe amenée par Agnès Ndibi vous dit à très bientôt sur la CRTV.